Bonjour, je vais vous présenter 9 erreurs à éviter pour poser un diagnostic en psychiatrie, ayant moi-même reçu peut-être 6, 7 ou 8 diagnostics différents, et encore les médecins sont toujours pas exactement d'accord avec ces diagnostics. Donc, la première erreur, ce serait de ne pas voir une dépression. Donc, en fait, aussi, quand la personne a déjà eu un diagnostic, par exemple un diagnostic de psychose ou de schizophrénie, elle va déjà être plus perméable aux interprétations négatives et donc elle va accepter plus facilement un diagnostic qui ne correspondrait pas, elle aura du mal à le remettre en cause. Ensuite, elle se voit aussi de manière plus négative, elle aura tendance à plus culpabiliser, donc à avoir une vision d'elle-même plus négative et ce serait dommage de le prendre en compte dans le diagnostic. Et à l'inverse, si le médecin, chez une personne qui effectivement pourrait avoir une psychose, ne voit pas qu'elle est également en dépression, il pourrait considérer que cette dépression, c'est des symptômes négatifs. Imaginons quelqu'un qui a une schizophrénie ou en tout cas reçu cette étiquette et qui ne fait rien de la journée. Et ça peut être dû à une dépression et il ne faudrait pas passer à côté. Le deuxième point, c'est à l'inverse, en fait, confondre effets secondaires des médicaments avec des symptômes résiduels. Donc je vais prendre 3 exemples. Par exemple, le premier exemple qui est pas très connu des médecins, c'est la psychose d'hypersensibilité aux neuroleptiques, que j'ai moi-même expérimenté. Et en fait, c'est simple en fait à voir. C'est si jamais on n'a pas par exemple, de symptômes de psychose, imaginons délire ou hallucination, avant de prendre la molécule. Si ces symptômes apparaissent pendant qu'on prend la molécule et disparaissent quand on baisse la molécule ou qu'on l'arrête, ça peut être une psychose d'hypersensibilité aux neuroleptiques. Et malheureusement, certains médecins ne sont même pas au courant que ça existe alors qu'il y a une littérature dessus. Et ma psychiatre à l'époque, quand j'avais dit que j'avais vécu ça, que j'avais eu des hallucinations sous médicaments, elle m'avait dit que ce n'était pas documenté alors que ça l'est. Le deuxième point, c'est justement une intense fatigue que peuvent causer les traitements et prendre ça pour des symptômes résiduels. Et par exemple, j'avais constamment sous un traitement, il y avait marqué sur mes analyses de sang leucopénie, neutropénie, donc c'est une baisse des globules blancs qui peut expliquer en partie cette fatigue. Et quand j'avais demandé au psychiatre est-ce que ça pouvait être un effet des secondaires de mes traitements, il m'avait dit j'en sais rien, demandez à votre généraliste. Ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, surtout que sur l'en-tête de la feuille de soins, il y avait marqué qu'il avait reçu un prix de médecine spéciale et tout ça. Et il m'a dit qu'il n'était pas capable de voir ça. Et le fait est que j'ai jamais eu de problème de globules blancs de manière générale. Et maintenant que je n'ai pas de traitement, je n'ai pas de problème de globules blancs. Et ensuite de ça, je dormais 16 heures par jour et je vois bien que sans traitement, je dors normalement. Donc ensuite, il y a, ah oui, le troisième exemple, ça peut être des troubles cognitifs où pareil, en fait, on m'avait dit que c'était à cause de ma maladie, entre guillemets, et que je récupérerais jamais, et que c'était comme ça, et qu'il fallait que je me fasse une idée, et que c'était pas à cause des traitements. Et ça fait 2 ans que j'ai arrêté ma médication. Je dis pas qu'il faut systématiquement l'arrêter, mais en tout cas, moi, ça ne me convenait pas. Et il y a encore des choses que je récupère maintenant, 2 ans plus tard, en fait. Donc, je vois bien que je suis sur une pente ascendante par rapport à mes capacités cognitives, et donc que ce n'était pas des symptômes d'une maladie, mais que c'était effectivement les traitements médicamenteux qui pouvaient me causer certains symptômes cognitifs. On est d'accord qu'aussi la dépression, ça peut aussi provoquer un affaiblissement des fonctions cognitives. Mais dans mon cas, c'était aussi beaucoup dû au traitement. Alors, la troisième erreur,
c'est de ne pas prendre le vécu traumatique de la personne. Et par exemple, dans mon cas, bon, clairement, j'ai développé suite à mes hospitalisations, et certainement que mon histoire de vie explique aussi en partie ça, mais j'ai développé un stress post-traumatique. Ce qui fait que en fait, y a plusieurs choses en fait qui se passaient quand je voyais un médecin. Bon, déjà, c'est que je pouvais avoir une déconnexion par rapport à mes émotions et un émoussement affectif, ce qui fait que qu'en fait, ça a pu entraîner des diagnostics de type trouble du spectre autistique ou effectivement schizophrénie pseudo-névrotique, parce que j'avais aussi énormément de symptômes de type des douleurs, des choses un peu étranges et tout ça. Donc en fait, c'était pris pour des éléments délirants, alors que je pense que c'était associé au stress post-traumatique. Et puis aussi, les dernières fois aussi que j'ai eu une psychiatre en face, en fait, j'avais aussi des mouvements d'humeur, en fait, des moments de colère et tout ça, et qui ne correspondaient pas forcément à une aggravation d'un éventuel trouble bipolaire, mais c'était juste que je n'étais plus capable de communiquer de manière sereine avec un psychiatre. Et donc, voilà, et ça ne correspondait pas à mon humeur actuelle. C'était pas forcément un état d'hypomanie ou je ne sais quoi. C'était le fait que je ne pouvais plus communiquer avec ces personnes. Donc, en fait, ça m'amène au quatrième point. C'est de ne pas prendre en compte la relation patient-médecin. C'est-à-dire que souvent, par exemple, après une hospitalisation, il y a quand même, je vois de par mon expérience personnelle, mais aussi par rapport à tous les groupes de parole que j'ai fait, par rapport au site aussi, au forum, voilà, que en fait, beaucoup de gens sont quand même assez traumatisés de l'hospitalisation pour diverses raisons. Bon, il y a aussi le choc pour certains du fait d'avoir déliré et tout ça, des choses qui ne sont pas forcément à mettre sur le dos du médecin, mais n'empêche que le fait d'être privé de sa liberté, le fait que des fois, pour une dépression, on peut être hospitalisé sous contrainte, c'est hyper traumatisant, les effets secondaires aussi des traitements. Donc en fait, le fait que beaucoup de médecins, tels que en tout cas moi je l'ai vécu, posent immédiatement un diagnostic après la première séance, sans avoir attendu de mettre en place une relation de confiance avec la personne, ça va forcément fausser ce diagnostic. Donc ça nécessite en fait de prendre du temps et de mettre vraiment en confiance la personne, d'être bienveillant avec la personne sur le moment et aussi bienveillant dans son jugement sur la personne. Donc ne pas poser de manière trop hâtive le diagnostic. La cinquième erreur, ce serait de ne pas prendre en compte une tentative de suicide médicamenteuse. Parce que cette tentative de suicide, ça va amener évidemment des troubles cognitifs importants. Donc en gros, moi quand je suis arrivée donc aux urgences et que j'avais pris plus d'une centaine de pilules avec de l'alcool, bon d'une part, en gros, aux urgences, ils m'ont pris pour une chieuse, hein, donc en fait, ça faisait déjà des heures en fait que j'avais fait cette TS avant d'essayer d'appeler plus ou moins le SAMU, mais même j'étais dans un tel état que j'avais même pas réussi à composer le numéro, donc je suis allée voir mes parents, enfin bref. Et du coup, me voyant comme ça, ils ont, je pense, voulu me donner une bonne leçon, et ils ont mis des heures encore à me prendre en charge et en me regardant comme ça, en gros, sombrer dans le coma. Et donc ils ont fini par me mettre une perf en me disant bon ça y est, vous êtes en train, vous apprêtez à dormir là et tout. Donc en fait après ça je suis arrivée comme ça à l'hôpital. Et en fait la fille elle m'a pris pour quelqu'un qui était un peu neuneux, alors que j'avais en plus dit que j'étais en première année de doctorat et tout ça, et que je venais de réussir le concours, tout ça. Donc ça correspondait pas à mes éléments biographiques, qui serait mon sixième point. C'est-à-dire que elle, en gros, elle a mis
relâchement des associations, je sais pas quoi, qu'en gros j'avais des difficultés pour m'exprimer sur le plan langagier, ce qui était totalement juste en désaccord avec ce que je lui disais, donc elle aurait pu déjà prendre en compte le fait que justement les effets de cette prise massive de médicaments et ensuite les éléments biographiques. Et donc le 6e point, c'est de faire confiance justement à la personne quand elle vous dit un truc sur sa biographie. Je connais même une fille qui a dit qu'elle était psychologue alors qu'elle était hospitalisée et genre les médecins ont dit qu'elle délirait, qu'elle était psychologue. Alors qu'en fait c'était le cas. Sauf qu'il y a aussi une espèce de mise à distance quand on est médecin ou infirmier, en tout cas soignant. On n'a pas envie de penser qu'on peut être soi-même malade, donc on a du mal à s'imaginer qu'un psychologue puisse faire une bouffée délirante. Et bah malheureusement, voilà, c'est le cas. Donc ça nécessite quand même de remettre les choses dans un contexte. Pareil pour la prise en charge d'ailleurs. Hein. Quelqu'un qui va être justement en train de faire ses études aura pas les mêmes besoins par rapport à la médication et à la prise en charge que quelqu'un qui va être sportif ou quelqu'un qui sera vigile et aura besoin de mettre d'autres types de compétences en jeu. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération, je pense, dans la prise en charge. Mais c'est une autre question. Le 7e point, du coup, c'est prendre en compte le ressenti du patient. En fait, on ne demande jamais au patient, mais vous en pensez quoi du diagnostic Et à la limite, on en demande pour vérifier s'il a un bon insight, s'il comprend bien sa maladie avant de se dire, peut-être que s'il conteste le diagnostic, ça ne veut pas dire qu'il conteste qu'il a des troubles. Et que peut-être qu'en fait, lui-même, c'est quand même lui qui vit avec lui-même, même s'il n'est pas médecin, et il faudrait peut-être lui demander son avis sur à la fois ses troubles et à la fois le diagnostic. Et aussi, finalement, les médecins, ils ont rarement envie de penser qu'ils font du mal aux patients, donc ils ont rarement envie de creuser sur les effets secondaires et de demander, mais alors du coup, depuis quand est-ce que vous ressentez ces perturbations, ces troubles, autant sur le plan cognitif et autres, et ils n'ont pas envie d'attribuer certains effets qu'ils remarquent aux effets secondaires. Et moi, je remarque que les pires diagnostics que j'ai eus, en fait, j'étais déjà sous médication. Et que c'était certainement dû en partie aux effets secondaires du traitement. C'est même une certitude maintenant que je les ai arrêtés, mais les médecins n'avaient pas envie de penser ça en fait. Parce que je pense que quand le médecin est pas sadique, il a pas non plus envie de se dire qu'il fait du mal aux patients avec ses traitements. Donc c'est quelque chose aussi qu'il faut mettre... essayer de réaliser quand on est médecin. Le 8e point, c'est prendre en considération le caractère stigmatisant des diagnostics. C'est-à-dire que c'est comme pour un médicament, je pense qu'il faut prendre en compte le rapport bénéfice-risque du diagnostic. Si de toute manière le patient va recevoir le même traitement, par exemple par rapport à un diagnostic de trouble bipolaire ou de trouble schizoaffectif ou quoi, c'est peut-être pas la peine de lui dire qu'il est schizoaffectif. Imaginons. Hein. Ou par exemple un trouble de la personnalité, si vous pensez, alors déjà il faut être sûr que c'est un vrai trouble de la personnalité et que c'est pas justement une relation patient-médecin qui se passe mal. Mais est-ce que ça vaudra le coup? Il faut essayer de sentir si la personne elle va être soulagée par ce diagnostic ou si au contraire ça va l'enfoncer et la mettre encore plus mal, vu que dans un certain nombre de troubles de la personnalité, il n'y a pas de médicaments en jeu. Et de toute manière, il faut aussi évidemment comprendre est-ce que le médicament aura une efficacité ou pas. On sait qu'il y a une méta-analyse donc, qui montre quand même que dans la schizophrénie, il y a plus de 50% des patients qui ne voient aucun effet avec la médication, donc ça ne sert à rien. Même s'il a des troubles, le rapport bénéfice-risque, si le médicament n'a pas d'effet, il est en défaveur du traitement. Je vais mettre en barre d'infos cette méta-analyse. Donc soit vous trouvez en fin de compte qu'il y a une molécule miracle qui va marcher, mais si de toute manière il n'y a aucune molécule qui marche, faut pas s'acharner sur le patient en lui donnant une molécule qui ne convient pas. Mais bon, c'est encore une autre chose.
Et puis le neuvième point, c'est à la fois prendre son temps, comme on l'a dit, et puis accepter de ne pas tout savoir. Donc des fois, on ne sait pas. Il ne faut pas forcément, alors soit déjà répondre à la pression des familles qui vont absolument vouloir qu'il y ait un diagnostic, ou même des fois le patient, ou même soit en tant que médecin, on a bien envie de mettre dans une case bien propre, alors qu'en fait, des fois, certains troubles qui paraissent extrêmement sévères se résorbent avec le temps. On se rend compte, justement, un stress post-traumatique, ça peut amener des effets un peu bizarroïdes sur le cerveau, et que si on prend en compte les traumatismes, ça va résoudre certains symptômes qui peuvent passer pour une psychose ou un trouble de la personnalité. Et tout ça, en fait, ça accepte de dire, ok, pour l'instant, je ne sais pas, même si j'observe certaines choses, je ne sais pas le devenir de ce patient. Parce que même quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie, imaginons que ce soit un bon diagnostic, je ne sais pas, il peut aussi s'améliorer. Et c'est dommage que la plupart des médecins aussi pensent toujours la schizophrénie dans un continuum, dans une direction vers le bas, et pensent que cette schizophrénie va forcément empirer avec le temps. Il faut aussi mais dans ce sens-là aussi, en fait, quand on dit à un patient ou à une famille je ne sais pas ou on ne sait pas, effectivement, ça peut les laisser dans le désarroi. Donc, ce qui serait bien, c'est quand même de mettre en même temps un peu de pédagogie derrière ce je ne sais pas. Dire bah oui, parce que justement, en fait, c'est plutôt positif de dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que on va pas tout de suite mettre un diagnostic qui va être stigmatisant et qui en plus pourra être erroné, parce que certains patients, même s'il y a eu des délires, peuvent s'améliorer et de manière durable et ne plus jamais refaire d'épisodes psychotiques. Donc on va pas tout de suite condamner avec une étiquette votre enfant, ou on va pas vous donner un diagnostic, alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est juste que vous vous sentiez mieux, et de faire tout en fonction de ça, en fait. Pas en fonction d'une étiquette, mais en fonction de vous. Voilà, ce serait mon dernier message. Merci de m'avoir écouté.